Entre endroits inaccessibles, endroits paradisiaques et centre-ville, qu'en est-il réellement avec Stern? Alors, Anjou-des-Monts, allez on fait le point immédiatement. Alors, les grands avantages de notre système d'eau, ça va être avant tout sa grande contenance. Et qui dit grande contenance, dit possibilité d'utiliser fréquemment une machine à laver le linge. Ensuite, possibilité de se doucher longuement si on le veut. Ça, c'est top. J'adore. Autre point important, système de filtration. L'avantage, c'est de l'eau filtrée, directement accessible aux mitigeurs, que l'on peut boire directement en sortie de mitigeur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau. Ça, c'est quand même vraiment très pratique, plus économique aussi. Et puis, on peut recharger assez facilement quand on a un robinet, puisque du coup, les cuves peuvent être simplement avec un connecteur relié à un tuyau qui va recharger très rapidement les cuves. Donc, c'est vraiment, ça peut être vraiment très pratique. Et quand on ne peut pas avoir un robinet, on a un système de pompe de relevage avec un tuyau qui nous permet d'aller chercher l'eau des lacs, et on est vraiment totalement autonome en eau de ce côté-là. La filtration se fait aussi parfaitement bien et on peut boire l'eau qu'on va aller puiser dans le lac. Donc on a vraiment une super autonomie sur le système de l'eau. Alors oui, la connectique rapide, c'est super top. On peut remplir très vite et c'est très facile. Dans le remplissage, je me permets même de temps en temps de faire une petite sieste. Mais néanmoins, attention, problématique très importante. Dans beaucoup de villes que nous avons traversées, nous n'avions pas accès à des robinets, mais seulement des fontaines. Et avec des fontaines, pour nous, il est impossible de remplir nos réserves. Et oui, parce qu'avec les fontaines, il faut forcément des jerrycans. Traverser malheureusement certaines régions et certains pays sans pouvoir recharger. L'autre partie aussi, c'est de trouver un robinet avec suffisamment de pression pour pouvoir injecter. Parce que là aussi, dans certains endroits, on a trouvé de l'eau, mais alors un petit filet d'eau, impossible de remplir, pas suffisamment de pression. Les stations-service qui ont des petits robinets, poussoirs, là aussi peu de pression. Alors on a quand même tout un tas de connecteurs qui nous permettent de nous brancher sur des boutons poussoirs, mais avec peu de pression, on peut mettre des heures à remplir nos réservoirs. Et c'est ce qui est déjà arrivé. On a mis 2 heures pour pouvoir remplir nos réservoirs avec un robinet avec très peu de pression. C'est pour ça aussi qu'on doit faire beaucoup de recherches sur Internet pour trouver des points d'eau, déjà d'une part accessibles à notre Stern, mais aussi avec la capacité de remplir, parce que un point d'eau avec une fontaine, ça ne nous intéresse pas. Et l'autre difficulté qu'on retrouve, c'est sur Internet. On vous indique un point d'eau, mais on vous parle pas de s'il y a de la pression, si c'est un robinet sur lequel on peut venir visser des connectiques, tout ça. Et voilà, c'est le temps idéal, je vous parle de l'électricité. On a fait le choix de ne prendre que de l'électrique pour plusieurs raisons. Mais avant tout, on a d'abord dû bien dimensionner notre parc batterie avec nos panneaux solaires pour pouvoir se permettre de ne faire que de l'électrique. Pour ça, on a choisi 5 panneaux solaires pour un total de 1800 watts. Aussi, on a choisi 6 batteries au lithium, 12 volts, 160 ampères chacune. Et avec ça, franchement, notre installation, elle nous convient parfaitement. En tout cas, elle est bien dimensionnée par rapport à nos besoins et c'est ça le plus important au bout du compte. Donc, ça nous permet d'être 100% électrique. Quand je dis 100%, ça veut dire 2 choses que nous n'avons pas. C'est pas de gaz, et ça c'était une notion importante pour nous. On voulait pas avoir à avoir une bouteille de gaz de rechange, on voulait pas avoir non plus plusieurs types de raccords, parce que quand on doit changer de continent, changer de pays, ça peut être difficile, il faut avoir plusieurs raccords, plusieurs types de bouteilles de gaz. Voilà, on voulait pas tous ces petits soucis là, on n'avait pas envie, donc pas de gaz du tout pour nous. Ensuite, on a choisi de ne pas avoir de groupe électrogène. Alors ça, c'est un petit défi technique. Pour le moment, on doit dire que ça nous convient parfaitement et qu'on n'a pas besoin d'avoir de groupe électrogène. On a voulu ne pas avoir de groupe électrogène, bien en fait,
pour deux raisons, parce qu'on voulait pas avoir d'essence et de recharger le groupe électrogène avec de l'essence, et puis on voulait pas avoir de nuisances sonores, parce qu'en fait certains pays ont interdit les groupes électrogènes à cause des nuisances sonores. Donc comme on voulait pas cette partie-là, eh ben on a fait le choix de ne pas prendre de groupe électrogène, et ça nous convient parfaitement. Pour le moment, on arrive avec un temps merveilleux comme celui-ci, bien sûr, à recharger parfaitement toutes nos batteries simplement avec les panneaux solaires en quelques heures environ. Donc on n'a pas besoin de plus actuellement. Même quand le temps est un petit peu moins joli, on va avoir quelques poussières ou d'autres choses qui vont faire que les panneaux solaires vont un peu moins bien fonctionner. Malgré tout, on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là pour pouvoir recharger pleinement les batteries. Et quand bien même, on a la possibilité avec le camion de recharger les batteries, c'est-à-dire en roulant, les batteries vont se recharger, et donc on aura notre installation qui va se recharger naturellement en roulant. Donc il suffit de prendre la route pour pouvoir recharger tout ce dont on a besoin. Et donc avec ça, on a pu faire ce challenge de tout avoir électrique. Alors ma chérie, tu as parlé du beau temps, des panneaux solaires et quand on roule, mais là on roule pas, et en plus de ça il pleut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne recharge pas du tout parce qu'il fait pas beau. Alors là, c'est le problème avec ce mauvais temps. Nous sommes obligés de recharger électriquement sur une borne extérieure. Nous faisons face à deux problèmes quand il s'agit de la borne électrique extérieure. C'est que pour recharger notre bébé avec ses 6 grosses batteries, nous tirons beaucoup de puissance. Donc si la borne extérieure du camping n'est pas suffisamment puissante, on fait tout disjoncter. Et oui, là, on vous en parle pour connaissance de cause. Il y a un petit système en place, c'est que nous pouvons ajuster la puissance tirée à l'extérieur. Donc là, actuellement, nous sommes réglés sur 15 ampères, qui est la plus grosse puissance que nous pouvons tirer. Mais grâce à ce bouton, nous pouvons modifier la puissance tirée à l'extérieur. Donc, d'où l'importance de demander au préalable quel ampérage nous pouvons tirer au maximum, et nous réglons à partir de ce tableau. À savoir que quand on baisse forcément l'ampérage qu'on tire, donc généralement pour les campings dits plutôt standards, on est sur du 4 ampères, il va nous falloir 2 jours. L'autre alternative qu'on a, le cas échéant, si nous ne pouvons pas nous brancher, comme là par exemple actuellement, nous n'avons pas de groupe électrogène. Alors comment faire s'il n'y a pas de groupe électrogène et si on ne peut pas recharger à l'extérieur? C'est de démarrer Stern, parce qu'on a fait poser un système de dérivation. Donc Stern peut servir de générateur. Et là, faire tourner Stern et ses 11 litres à l'arrêt pendant des heures, il n'y a rien d'économe. Vraiment l'avantage numéro 1 de ce camion tout-terrain, c'est qu'on peut aller partout sans difficulté. On peut aller partout dans des petits chemins, alors pas trop étroits, mais dans des petits chemins de terre. On peut aller dans de la boue, du sable, des terrains qui sont plus accidentés, des fois des routes simplement qui sont défoncées. Notre camion va beaucoup plus supporter cette difficulté au niveau de la route. Donc vraiment, c'est absolument extraordinaire sur ce plan-là de pouvoir se dire qu'on va partout. On est tranquille sur la partie route. Et puis ensuite, sur la partie tout-terrain, ça donne une accessibilité à certains paysages beaucoup plus sauvages, à une nature qui va être, encore un peu inexplorée. Enfin, on aime à le croire des fois. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir être un petit peu isolé parfois, de faire un bain de nature, un bain de rien autour. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie énormément. Le tout-terrain, c'est toujours synonyme d'esprit de liberté. On peut accéder où l'on veut. Mais il y a un mais. Exemple, l'accès sur certains chemins. Vous avez des risques de rencontrer des gros trous, donc de crevaisons, déchirement de pneus. D'ailleurs, on a légèrement fendu un pneu. Donc ça, ce sera à faire contrôler dès que l'on peut un garage. Vous avez forcément aussi des branches qui tombent. Donc, arrachage de connectiques, ça nous est déjà arrivé. Chérie, qu'est-ce que tu fais sur le toit là? On est passé sous des branches d'arbres qui ont pas mal gratté. Ça a pas mal gratté le dessus du toit, et surtout c'est qu'en fait ça avait arraché un spot là.
Donc là, je suis en train de leur fixer. D'ailleurs, on fera une vidéo aussi là-dessus pour montrer toutes les réparations à prévoir quand on fait du off-road. Donc, on a arraché des connectiques sur toiture, mais aussi on a arraché des connectiques sous châssis, parce qu'il y a forcément des branches ou des pierres un peu pointues, etc. Ça attrape des câbles et ça peut les déchirer. Vous avez aussi tout ce qui peut être peinture, arracher la peinture. Une fois qu'on a arraché la peinture, on accède à la coque de l'extérieur de la cellule, donc avec des risques d'infiltration. Ou sur la partie cabine, on arrache la peinture et ça peut faire apparaître des points de rouille. Donc c'est forcément des choses à traiter. Là de même, quand on traverse des petites rivières, on peut se retrouver à se faire surprendre par la profondeur donc de la rivière et se retrouver avec de l'eau jusqu'à mi-coffre. Alors les coffres extérieurs sont prévus pour de la pluie, mais ne sont pas prévus pour être submersibles. Ce ne sont pas des sous-marins. Donc là forcément, vous avez des infiltrations d'eau. Alors oui, on se dit, on peut préparer le chemin, sauf que le chemin tout-terrain et off-road, c'est bien le seul chemin qui ne sera jamais disponible sur des applications ou sur des Google ou ce que l'on veut. Ça veut dire qu'on part toujours un peu à l'aventure, surtout quand on ne connaît pas le pays et encore moins la région. Donc le tout-terrain, oui, mais ça reste quand même très délicat. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du matériel pour pouvoir réparer de l'électricité, des câbles, des connectiques, des outils, du métal, des lampes torches, pour pouvoir aussi travailler la nuit, parce que pour les réparations, certaines réparations comme les connectiques, ça ne peut pas attendre. Alors après, il y a ceux qui diront, bah aussi, vous pouvez utiliser un garage, sauf que là, c'est immobiliser le véhicule, un coût financier important, mais surtout, trouver le garage capable d'accueillir votre bébé et de pouvoir le réparer. Alors la difficulté d'un tout-terrain quand on en a un, c'est est-ce qu'on n'est pas toujours raisonnable? On n'arrive pas toujours à se dire, allez, là on n'y va pas. On se dit, ah ouais, mince quand même, on a un tout-terrain, on y va. Donc il faut bien aussi comprendre que lorsqu'on a un tout-terrain, il y aura forcément des dégâts en utilisant des chemins de traverse donc qui ne sont pas répertoriés. Refaisons un petit peu le point sur le gabarit de Stern. Donc c'est sur un châssis tout-terrain qu'on a décidé de monter notre maison. Il faut savoir qu'un châssis tout-terrain est naturellement plus élevé qu'un châssis dit standard. Il y a à peu près 50 cm de plus qu'un châssis standard, ce qui veut dire que nous sommes déjà plus haut. Ensuite, pour avoir une belle habitabilité, surtout avec mes 1,89 m en hauteur et que je ne me sente pas oppressé, on a décidé de se mettre à la hauteur maximum autorisée, les fameux 4 mètres. Ça me laisse donc à l'intérieur de la cellule une hauteur sous plafond d'environ 2,20 m, ce qui est très spacieux et très confortable pour moi, les grands. Et puis même pour les plus petits, ils ont l'impression d'un espace très important et volumineux. Ensuite, pour la longueur, là aussi on s'est mis au maximum autorisé, 10,50 m. Pourquoi ? Tout simplement pour bénéficier de ces mètres carrés supplémentaires. Et pour la largeur, la réglementation c'est 2,55 m. Donc on s'est mis au 2,55 m pour pouvoir avoir aussi un maximum de surface habitable. Donc on aurait pu quand même choisir un 4x4. Un 4x4, on ne perdait que sur la longueur. On ne perdait pas en hauteur ni en largeur. Par contre, un 4x4 et un 6.6, il y a une différence de poids à pouvoir porter. Un 4x4, on sera sur 17 tonnes maximum, alors que sur un 6.6, on peut aller jusqu'à 26 tonnes. Et nous, aujourd'hui, on pèse 15 tonnes,6. Donc, 2 points. Le premier point, sur un 4x4 à 15 tonnes,6, vous êtes presque en charge limite. Ce n'est pas bon pour le moteur, ce n'est pas bon pour le châssis. Ces châssis ne sont pas faits pour travailler en permanence, en charge maximum. Il faut quand même donc les alléger. Auquel cas, on n'aurait pas pu porter autant d'eau ni autant de batterie. C'est pour ça qu'en passant sur un 6.6, donc on gagne les mètres carrés, mais aussi un meilleur ratio au niveau du moteur, puisque étant à 15 tonnes,6, on est loin des 26 tonnes de charge maximum. Donc pour le moteur, c'est bien plus confortable, pour le châssis, plus appréciable. Et ce qui nous permet d'avoir toute cette eau et toutes ces batteries. Me voilà bien installé pour pouvoir vous parler du gabarit de notre camion et surtout de ses aspects négatifs. Parce que si on doit bien retenir quelque chose comme aspect négatif, en premier, moi, je classerais le gabarit de notre camion.
Oui, le problème principal, c'est l'accessibilité. Au niveau des petites rues, dans les villes, il y a beaucoup de villes dans lesquelles on ne peut pas aller, on ne peut pas traverser, les rues sont trop étroites pour que l'on puisse y aller. Beaucoup de ponts. Alors chef, verdict? Ouais, c'est bon, on passe. Pour pouvoir circuler n'importe où. On est aussi très limité quand il s'agit de rentrer dans des centres commerciaux par exemple, parce que souvent il va y avoir une barrière pour la hauteur, donc on ne peut pas forcément stationner facilement au niveau de ces centres commerciaux. Donc la hauteur de notre camion est limitante. Aussi d'ailleurs pour passer sous certains ponts de certaines routes qui sont plus des routes nationales où on va quand même être bloqué et devoir faire des détours parce que on ne peut pas passer sous le pont. On va être aussi bloqué sur certaines routes en fonction du poids, parce que certaines routes vont être interdites aux poids lourds, et donc on est obligé, encore une fois, de faire des kilomètres supplémentaires pour contourner ces routes qui sont interdites aux poids lourds. Alors il y a toujours des solutions, mais franchement c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire ces détours parfois. Ensuite, on va être bloqué dans d'autres situations, par exemple sur certains endroits pour lesquels on aurait bien aimé passer un peu de temps et stationner pour pouvoir dormir. Et dans ces petits endroits, par exemple, on va avoir un petit chemin très étroit pour pouvoir y arriver. Et on va pas pouvoir y arriver par ce chemin parce que c'est trop petit et on n'a pas d'autre accès à ce spot. Donc on est bloqué aussi pour pouvoir profiter de certains endroits par la taille. Donc la principale contrainte, c'est qu'au niveau de la préparation du trajet, ça nous demande une préparation beaucoup plus importante. On va passer beaucoup de temps sur le GPS poids lourd. Déjà, d'avoir un GPS poids lourd, c'est indispensable. Ensuite, on va avoir besoin de regarder sur certaines applications, voir si elles ont des photos, pour qu'on puisse voir si la photo de l'endroit où on veut aller précisément semble accessible. Ensuite, des fois, on va voir avec Street View, on va compléter avec des images, parfois même satellites, pour être sûr que le gabarit passe. Mais même avec tout ça, même avec toutes ces précautions, cette organisation à l'avance, eh bien, des fois, on n'arrive pas à avoir tout comme il est vraiment le cas sur place, et on se rend compte que on va pas pouvoir aller à l'endroit où on veut, mais à la dernière minute en fait, en arrivant sur l'endroit de destination. Donc ça nous oblige aussi à prévoir une destination de ce qu'on appelle nous backup, c'est-à-dire que il faut qu'on ait une solution de rechange. Systématiquement, à chaque fois qu'on va à un endroit, on doit avoir un deuxième endroit au cas où le premier ne soit pas accessible. Et donc voilà, c'est une organisation qui est vraiment négligeable, ça augmente le temps de trajet et du coup on prévoit souvent de voyager le matin pour être sûr d'avoir ce temps supplémentaire si on a des problèmes sur la route qui n'étaient pas prévus et des problèmes de stationnement à l'endroit prévu initialement. Les eaux usées, on a décidé de les mettre à l'extérieur du camion pour pouvoir augmenter leur capacité, donc environ 300 litres. Si nous avions fait le choix de mettre ces eaux usées sous le camion au niveau du châssis, nous n'aurions jamais eu cette contenance-là. Et sans compter qu'aussi, quand on met des eaux usées sous un châssis camion, ils sont difficiles d'accès. Donc comment réparer, comment nettoyer, c'est un point qui est très important. Donc on a fait le choix, on les a mis à l'extérieur. Donc cette contenance permet de pouvoir prendre des douches un peu plus généreuses, de prendre son temps, de pas trop regarder, on va dire, à l'utilisation de l'eau. Mais attention quand même, parce que forcément, qui dit on peut se doucher longtemps, on peut quand même remplir très vite les eaux usées. L'autre point aussi important, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que là, quand on fait attention à l'utilisation de l'eau, on peut être jusqu'à 8 à 10 jours d'autonomie sans avoir besoin de vider les eaux usées. Et le must, c'est quand on vit dehors. C'est-à-dire quand on fait des petits barbecues, vivre dehors sans utiliser forcément de l'eau de cuisson. À ce moment-là, on peut aller jusqu'à peu près une petite quinzaine de jours. Alors, en ce qui concerne les aspects plutôt négatifs de nos eaux usées, eh bien, ça va être surtout concernant la vidange de nos eaux usées. En effet, on ne peut pas le faire partout. Nous, on a vraiment besoin de la gravité pour pouvoir faire cette vidange. Et donc, on n'est pas comme certains camping-cars avec une
possibilité d'éléments portatifs qu'on va vider sur une borne qui peut même être surélevée, ça ne va pas poser de problème. Nous, il faut absolument qu'on soit vraiment en hauteur pour pouvoir vider les eaux. Donc ça veut dire deux choses, que soit on est vraiment au-dessus du point de vidange, auquel cas on va pouvoir utiliser la vanne guillotine, qui est la grosse vanne la plus large, qui permet une vidange très rapide d'ailleurs des eaux usées. Mais pour ça, il faut pouvoir y accéder. Et en fait, il y a quand même pas mal d'endroits où on ne peut pas, de par la taille de notre véhicule, se trouver juste au-dessus de cette zone de vidange. Donc ça, c'est pas pratique. Alors oui, on peut y adapter des gros tuyaux, un peu façon pompier, pour pouvoir aller vidanger plus loin. Mais ça veut dire aussi, du coup, un nettoyage de ces gros tuyaux de façon importante. Donc utiliser de l'eau propre pour pouvoir nettoyer les tuyaux. Donc c'est une logistique qui est beaucoup plus contraignante. Ou alors, deuxième possibilité, on utilise la vanne 3/4, mais qu'on va quand même avoir besoin de raccorder à des tuyaux dont le rinçage va se faire aussi de façon indispensable. Et donc, dans ce cas-là, on peut vidanger. Et là, ça va mettre, par contre, beaucoup plus de temps, puisque cette vanne 3/4 va avoir un débit beaucoup moins important. Donc, quand même des contraintes sur cette partie-là, surtout logistique, comme pour tout le reste de notre camion. Donc maintenant qu'on a abordé les points positifs et les points négatifs de la partie technique, il est temps de faire le bilan. Alors mon cœur, quelle conclusion on en tire? Moi je dirais que c'est quasiment que du positif, surtout qu'il nous convient parfaitement. Il est bien dimensionné, il est confortable, il est autonome. Exact. Ouais, ça c'est important. En plus, puis chose finalement très très agréable, c'est que on a beau être n'importe où, même en ville, même en pleine rue, quand on ferme les volets, on est complètement chez nous et c'est vraiment une sensation... On donne d'une maison à part entière et on se dédouane de l'extérieur. Et ça, c'est le top. Mais bon, il est vrai quand même que sur la partie, on va dire plutôt amélioration, si on devait apporter des modifications, peut-être sur la partie eau propre, la quantité des eaux, on réduirait peut-être cette partie-là. Et on travaillerait peut-être aussi sur la partie technique, comment augmenter la contenance des eaux grises. Sur la partie électrique, bon, on sait, on a fait le choix d'appareils énergivores. Et que malheureusement, bon, ça réduit inéluctablement l'autonomie quand on ne peut pas recharger ou quand il n'y a pas d'énergie solaire. La partie gabarit par rapport à sa taille, effectivement, bon, 20 cm de moins serait pas mal parce qu'on a vu que pour les stations-service, souvent, leurs toitures sont à 4 mètres et donc si on était à 3,80, on pourrait faire le plein où on veut. Et sur la partie tout-terrain, bon, le côté difficile d'être raisonnable, puisqu'on sait que la partie tout-terrain, donc comme on vous l'a expliqué, ça abîme, il y a de la casse ou autre. Mais on va partout. Mais on va partout. Et ça nous plaît. Et en fait, alors du coup, on pourrait se dire, on va travailler pour apporter ces modifications techniques. Eh bien en fait, non. Puisqu'on s'est rendu compte que si on travaillait en amont, c'est-à-dire sur prendre le temps de mieux planifier, préparer les trajets où on va, en fait on arrive à se dédouaner de toutes ces parties, on va dire, d'amélioration, puisqu'avec un bon trajet, etc., on passe sur toutes les stations-service. Le tout-terrain, on n'est pas obligé de tout arracher. Bon, il y a quand même un peu de casse, mais on n'est pas obligé de tout arracher. Sur la partie gabarit, on passe partout. Et puis pareil pour la partie autonomie, on trouve toujours une solution par rapport à ça.